Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le kiosque, c'est la dernière émission avant les grandes vacances pour certains, puisque c'est dimanche que le vote se fera du côté pour la CTM, pour le remplacement, le renouvellement de cette mandature. Donc voilà, cette campagne est chaude, nous allons en parler évidemment, mais elle se fait de manière différente que d'habitude. Vous l'avez bien compris, ça se passe surtout sur les réseaux sociaux et sur les médias. Donc, bonsoir José Anelka, merci d'être avec nous. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous. Il va jeûner chaque semaine, c'est incroyable ça. Non, c'est vrai? On ne te le dit pas alors? Vérifie la vue quand même. Bon, très bien. Alors, Monsieur Daniel Compère, bonsoir, merci d'être avec nous Daniel, ça fait longtemps. Ça fait longtemps Manu, oui, tout à fait. Je croyais que vous m'aviez oublié. Oublié, comment veux-tu qu'on puisse faire ça? C'est toi qui nous avais oublié. Ni au rencard. Alors là, c'est toi qui nous avais oublié. Ça, c'est pas possible. On me fait souvent enfin, hier encore, je ne vais pas dire qui, mais on m'a reproché, effectivement. Je dis, messieurs, mais vous avez un secrétaire général qui ne me donne pas d'ordre, sous-entend que, ou des choses de ce genre. Donc, moi, je me plie éventuellement à la volonté pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Mais il n'y a aucune envie chez nous de te mettre au placard. Je suis très heureux de l'entendre, mais je m'en doutais. Bon, très bien. Alors, Grégory, merci de me mettre le progressiste. Est-ce qu'on l'avait reçu? Ça, j'en sais rien, même pas. Non. On l'a pas eu, Grégory? Non, très bien. Mais on continue. Eddie Maraj. Oui, il faut pas... Voilà, Grégory. Voilà. Ah, ben voilà, très bien. Parce qu'avant, c'était pour les grandes vacances, peut-être qu'il a mis la pochette d'avant. Grégory, merci beaucoup. Donc là, merci pour le progressisme. Bonsoir, Eddy. Bonsoir, en pleine forme. Merci à Zouk Télévision du travail que vous faites tous les jours, au quotidien. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Grégory, calme-toi, reste cool. Alors, en tout cas, cette campagne, je le disais, hein, c'est des médias, c'est les réseaux sociaux, c'est radio, télévision. On voit beaucoup de choses et c'est vrai que tu es aussi sur la TV. Oui, hein, ça m'arrive. Ça t'arrive. Et vous avez mené avec la dame qui présente avec toi, Sabrina Doré, ouais. Toutes les émissions, je suppose, pour 14 listes. 14 émissions. Mais la toute dernière émission fait beaucoup parler et elle est souvent diffusée sur Facebook. Est-ce que on vous a d'ailleurs remercié d'avoir pas été trop dur dans vos questions? Quel sentiment que ça t'a laissé cette émission ou les 14 listes? Quel est le number one de ces 14 listes? Non, je sais que cette émission était très attendue. On estime qu'il y a environ 80 000 personnes qui ont regardé cette émission, ce qui est considérable dans une toute petite île comme ça. Sans compter les replays, enfin les rediffusions, et puis toutes les manipulations vidéo qui sont issues de cette émission. Mais je ne ferai pas de différence. Alors, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais vous avez un profil plutôt... plein de mansuétude, d'empathie, etc. » Pas pour tout le monde. Mais ils ne nous ont pas reproché ça pour les autres. Hein. On n'a pas... Moi, j'ai pas le sentiment... On a une ligne éditoriale qui est la suivante, qui est de tenir compte du fait qu'on a 35 minutes, dont 15 minutes qui sont déjà consacrées au portrait et aux réactions sur l'actualité. Donc en 15 minutes, on n'a pas le temps. Ce que nous, on appelle le doigt de poursuite, par exemple. Où on pose une question, l'individu répond à côté, on relance, ça c'est difficile à faire. Hein. Et bon, c'est vrai qu'on a essuyé quelques critiques, mais moi, je réponds à ça, je dis aux gens, mais venez, prenez notre place, assise qu'aux autres là, et puis parlez bachabin, posez des questions, comme ça, nous, si autres 15 minutes, parce que c'est ça, et surtout, 14 fois 15 minutes. Oui. Parce qu'on a eu 14 candidats. Donc derrière tout ça, il y a effectivement une préparation qui est longue, parce qu'il faut bien connaître le programme. Alors quand il y en a, parce que parfois on est même obligé d'essayer d'inventer un programme pour le candidat qui est en face, ce qui n'est pas le cas pour Alfred Marie-Jeanne. Enfin bon, pour je veux dire les politiques aguerris qui savent qu'un journaliste ou un intervieweur peut faire mal sur des questions de programme. Mais il est clair qu'on n'a pas...
on n'avait pas non plus pour ambition de créer quoi que ce soit comme incident, ni pour Guy Ferdinand, ni pour Alfred Marie-Jeanne. Et avec Sabrina, notre éthique, c'est de traiter tout le monde de manière, on va dire, le plus équitable possible. Okay, mais il est clair que Alfred Marie-Jeanne, c'est quand même un monument. Et je rappelle qu'Alfred Marie-Jeanne, en dehors de Zouk Télévision, n'est venu sur aucun autre plateau. Hein. Et ça faisait, donc chez ATV, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas mis les pieds sur un plateau. Et la dernière fois qu'il a mis les pieds sur un plateau, nous avons échangé, lui et moi, quelques amabilités, puisqu'il m'avait traité de lettre chimiste, et moi je l'avais renvoyé dans les cordes. Mais on est très très bien. Mais il faut pouvoir tenir ça. Hein. Donc ceux qui critiquent, ils viennent. Moi je leur donne ma place. Il n'y a aucun problème. Oui, José. En fait, la mission qui est la leur dans cet exercice-là, comme dans d'autres médias qui font un travail sérieux en la matière, c'est de laisser l'opinion publique se faire sa propre opinion. Eux, ils ont présenté les 14 candidats. Après, il appartient aux gens de décoder et d'en tirer parti. Moi, eux, ils font le boulot. Après, comme je m'amuse parce que moi, il y a un homme politique que les jeunes ne connaissent pas, mais que j'ai adoré en son temps, que j'appelle le plus grand comique français que j'ai connu, c'était Georges Marchais. Il arrivait avec ses réponses, les journalistes étaient venus avec leurs questions. Et Eddy a découvert ça la semaine dernière. Il posait des questions aux candidats, il avait ses réponses. Donc il aurait pu lui dire, mais c'est pas ma question. Il a eu la grosse amabilité de ne pas rien dire. Oui. Il aurait pu redire ça, mais c'était pas ma question. Il aurait dit, mais c'est ma réponse. Voilà, c'est vrai. Voilà. Alors, José Anelka, patron d'RCI pendant de longues années, je suppose que quelque part, tu dois avoir eu des remontées aussi, des candidats pas contents lors des périodes électorales, parce que tel ou tel journaliste, ils avaient l'impression qu'il y avait un parti pris, soit de la radio, alors soit du journaliste. Alors, comment tu gérais ça ? Très très facilement, parce qu'avec l'expérience, j'ai appris à entendre que ceux qui faisaient des reproches à des journalistes étaient ceux qui étaient les plus acoquinés avec les 10 journalistes. Ah donc, oui. Oui. Ils buvaient le café à 8h, à midi ils se plaignaient, et à 16h vous les retrouvez ensemble. Donc à ne pas tomber dans ces panneaux-là, et j'ai toujours pris beaucoup de distance par rapport à tout cela, et chacun retrouvait ses petits. D'accord. Mais moi, j'ai pas eu à gérer ce problème-là parce que c'est Jean-Jacques Toussaint qui a fait les 14 listes. Effectivement. Donc, j'ai pas eu. Je faisais des émissions quoi de neuf, mais enfin, avec tout le monde là, non, j'ai pas eu à faire ça. Il y a une candidate qui était à remercier parce que son premier mot d'amabilité en s'asseyant, ça a été de dire « Je ne suis pas souvent invité ici, sauf par Eddy Marajo. » Voilà. Faut de tout. pas moi. En fait, je pense qu'on n'en est qu'au début de la politique médiatique. Pour une raison simple, c'est que le Covid a contraint les candidats à centrer leur campagne vers les médias. Rappelez-vous qu'il y a une époque où les gens disaient mon papa c'est la radio, mon papa c'est ma besoin de ça, mon papa c'est terrain, mon café. La quitter, on peut faire là. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça ne se passe pas à Toulouse ou à Montélimar comme ça, parce qu'il n'y a pas une densité de médias sur les territoires départementaux ou régionaux. Oui. Il y en a quelques médias régionaux qui ont une audience. Mais chez nous, les médias sont incontournables. Et il va falloir... Et c'est tout un apprentissage. Moi, je fais par exemple du conseil en média training. Asseyez-vous là, on va parler. Et puis, face caméra, avec les micros, etc. C'est tout un apprentissage et un savoir-faire. Or, c'est la première campagne où il y a eu autant de passages médias et réseaux sociaux. Et d'ailleurs, France Antilles fait son gros titre, je crois, aujourd'hui, sur le poids des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et à mon avis, ça ne va pas changer de sitôt, parce qu'ils savent maintenant que les gens attendent ça.
Et que, en fait, si c'est pas vu à la télé, ou si c'est pas entendu à la radio, ou si c'est pas vu sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme à une époque, pardon, pour un produit, pour vendre le produit, par exemple, nous, sur nos pochettes de disques, on mettait vu à la télé. Vu à la télé. Donc, du coup, ça accentuait les ventes parce qu'on avait marqué vu à la télé. Parce que généralement, ça a été dit à la télé, donc c'est vrai. Exactement. Surtout quand il y a avec une seule chaîne. Oui, vous m'êtes entendu sur RCI. Enfin, en fait, sur la campagne en question, et c'est vrai que sur les 14 candidats, on voit bien ceux qui sont rompus à la chose digitale et ceux qui le sont moins. Et effectivement, la campagne moderne, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, est inégale d'un candidat à un autre sur l'exposition digitale qu'on peut avoir. Mais Eddy a raison, on ne pourra pas se faire l'économie de ces méthodes-là demain, tout en disant bien aux gens, gardez-vous de laisser tomber le terrain totalement pour du tout digital. On a besoin de l'association de toutes ces méthodes pour pouvoir avancer. Alors, quand tu parlais d'inégalité, est-ce que tu parlais sur le plan vestimentaire? Non, pas sur le plan vestimentaire. On voit à qui tu penses. Je parlais de l'exposition. Vous avez des gens qui, tous les jours, toutes les heures, vous envoie quelque chose sur votre réseau, quel qu'il soit, Insta, Facebook et consorts, WhatsApp et ça. Et puis vous en avez qui sont plus distants par rapport à ça. On le sent bien, ceux qui ont des équipes dans la digitalisation de la campagne plus performants que d'autres. Mais je pense que ça va faire son chemin et qu'on aboutira à quelque chose, à plus de lisibilité sur le digital dans les campagnes à venir. Moi, alors, Daniel, sur le plan vestimentaire, si tu devais donner une note, alors est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte sur le plan vestimentaire? Oui, ça compte parce que justement, les gens sont comme des papillons. J'ai dit des papillons, j'ai pas dit des mouches. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par le visuel. Oui. Et la façon dont tu te présentes a son importance. Il y en a qu'on trouve qui sont un peu originaux. Oui. Il y en a d'autres qui sont très classiques. Je ne nomme personne. Il y en a d'autres qui essaient de sortir un peu de l'ordinaire en se démarquant, si l'on veut. Mais l'image, alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai aussi, sauf que les écrans sont plus petits. À la télé, avec même si on n'a pas de... là-bas, home cinéma, même si on n'a pas de home cinéma, on a quand même une bonne vision. Et les gens sont très attirés par ça. Je me rappelle une dame, je ne dirai pas qui voyant un candidat, je crois que c'était au niveau des élections nationales, voyant un candidat à la télé, chaque léa était cavré la boue. Ah, mais gars, cravate, monsieur, il n'est pas bon. Je dis, mais écoute ce qu'il dit. Mais non, mais on ne peut pas se présenter comme ça, avec une cravate comme ça. Oui. Tu vois, donc ça a vraiment son importance aussi. D'accord. Eddy? Oui, on est en train de mener un sondage depuis lundi, le dernier sondage sur les élections. Et on s'intéresse peu aux intentions de vote. Bon, on pose la question, mais on s'intéresse à l'univers de la communication. Et c'est très intéressant. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. La question, c'est pourriez-vous me citer les noms des têtes de liste que vous connaissez? Et je compare cette question-là, ces résultats, à ce qu'on avait fait en 2015. Et là, les gens qui ne connaissent pas un candidat, ils ne sont que 5%. Les gens qui ne connaissaient pas, donc dans la dernière semaine, toujours, qui ne connaissaient pas les candidats, au moins un candidat en 2015, ils étaient à 37%. Ouais. Donc, il y a au moins quelque chose qui a contribué à la très très forte notoriété des candidats, c'est bien la campagne médiatique sur les réseaux, et sur les réseaux. Télévisions, les donc médias, ça, les candidats peuvent dire qu'ils ont fait le bon choix. Alors pas pour tout le monde, hein, parce qu'on a des candidats qui ont des niveaux de notoriété extrêmement faibles, et puis il y en a qui explosent le plafond. Et ce qui est intéressant, c'est que de manière malheureuse pour les candidats outsiders, c'est surtout les gens qui avaient déjà une très forte notoriété qui explosent les plafonds. Et ça m'amène à dire que, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est que la politique, c'est un vrai métier. C'est un métier. Ça ne s'improvise pas. On ne devient pas
entre guillemets, un politicien au sens noble Dans du le terme. bon sens du terme. Au sens noble du terme, du jour au lendemain. C'est pas vrai. Alors, j'ai reçu un jeune aujourd'hui, il s'appelle Eric, son émission passera demain, mais il a fait un truc pour faire, comme toi, hein, des sondages. Mais c'était pas ça l'idée au départ. Hein. Bon, il est arrivé à ça. Mais il disait quelque chose qui était important. Ça permettra aux gens de... Ils ne seront pas premiers, ni deuxième ou troisième, mais ils verront, d'après sa façon de faire le sondage, qu'ils seront quatrième. Donc, ça veut dire quand même que certaines de leurs idées ont plu. Oui. Donc, s'ils sont dans 5-10 ans, les premiers, deuxièmes ne seront plus là, ils ont peut-être une chance, ils ont continué à bosser, à se retrouver au sommet. Et j'ai trouvé cette approche-là pas mal. Ça permet aux gens de savoir que, d'accord, ils ne sont pas élus, mais en tout cas, ils avaient une bonne vision, ils avaient de bonnes idées. Que moi, j'estime que les premiers, ceux qui vont gagner, devraient prendre ces bonnes idées-là pour les développer, tout en disant à qui ils appartenaient. Oui. Mais pour le bien de la Martinique, avant tout, prendre les idées et puis les mettre en avant. De toute façon, cela illustre bien, sans aller jusqu'à l'envie de dégagisme dont on entend souvent parler, cela illustre bien que de toute façon, les générations se succèdent. Ouais. Ceux qui aujourd'hui sont candidats qui ne seront pas retenus, s'ils reviennent dans 7 ans, parce que c'est 7 ans cette fois-ci, cette mandature, bon, auront peut-être, s'ils faisaient 0,5%, peut-être qu'ils vont faire 3 ou 4%. Ce qui serait déjà pas mal. Donc, et puis la fois d'après, ils font 15%. Donc ils n'ont qu'à revenir directement dans 12 ans. Quoi. Ouais, carrément. 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 Non, mais je veux dire par là que c'est dans la norme des choses que les gens soient remplacés au fur et à mesure. Il ne faut pas les dégager. Oui. Il faut les remplacer. Oui. Il faut se substituer à eux. Alors, José disait tout à l'heure, là, il parlait du travail qui a été fait par les équipes des candidats, sans vouloir dénigrer ou avantager quiconque, hein, mais il me semble qu'il y a eu 3 listes qui sont sorties du lot avec le travail fait sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a vraiment, me semble-t-il, la qualité des images, la façon de présenter les choses. Ça, j'ai retenu, me semble-t-il, 3 listes qui se démarquent. Je ne sais pas si vous avez porté attention à ça. On n'a pas besoin de les nommer, hein, mais bon. Non, on n'a pas besoin de les nommer, c'est pas, Oui, mais c'est pas le problème. moi je pense que Internet, c'est bien, Facebook, c'est bien, on va dire, tout le digital, c'est bien, mais il faut quand même que les candidats se rappellent que le taux d'équipement en ordinateur est relativement faible en Martinique, même si tout le monde a Internet théoriquement sur son téléphone, et on est sur des taux évidemment largement supérieurs à 100%, puisqu'il y a des gens qui ont 2, 3 portables. Mais les gens, la majorité des Martiniquais, ne savent pas se servir de tous ces outils. Et ce qu'on a appelé ici, dans une émission récente, l'électronisme, existe. Et je leur rappellerai que il y a aussi des taux d'illettrisme qui sont extrêmement importants. Quand on a du mal à lire, à écrire et à compter, on peut difficilement être un lecteur assidu du net. Parce que quand on est sur le net, très souvent, il faut écrire. Il faut... Et puis, il n'y a pas que des images, il faut lire. Pour aller à l'image, il faut... Je veux dire, donc... Je vais quand même tempérer leur enthousiasme à se servir majoritairement d'Internet. Il faut faire très, très attention à ça. Il y a une candidate qui me disait qu'elle avait été surprise. Elle est montée dans une campagne, sa campagne. Elle a été voir des dames de plus de 65 ans. Et au début, elle était enthousiaste parce que les dames de 65 ans avaient WhatsApp. Il dit quoi, mon Dieu, maman, mais frère, on va faire un carton. C'est Madame Lani WhatsApp. Mais elle m'a dit, oui, mais est-ce que m'a dit, ça veut fait? Oui, maman dit, ça veut fait, puis WhatsApp, c'est la prière, c'est Bien sûr. C'est tout ça, il a fait, la prière. Alors, elle leur demande, mais pourquoi vous ne faites pas autre chose avec WhatsApp? Ah oui, mais moi comment c'est vrai? Information, moi, t'es réussi vers l'information. Bah, tout le monde, mais personne n'a pas dit merci. Moi, quand vous ça, personne n'a pas dit merci, un petit mot pour dire merci. Donc, moi, quand vous la prière, bah, et voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pas la peine de penser que tout le monde lit ça, que tout le monde reçoit, que tout le monde communique. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. C'est une minorité de Martiniquais, moi ce que j'appelle c'est le microcosme, qui travaille avec ces données-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, bien évidemment. C'est extrêmement rapide. C'est ça qui est intéressant. Mais ça n'a pas l'impact qu'à la télévision. Quand vous regardez une émission où le candidat développe son programme devant 80 000, parfois 100 000 personnes, vous n'avez pas besoin de faire de réseaux sociaux. Hein. C'est bon. 100 000, c'est colossal. Sauf qu'il arrive, excuse-moi, sauf qu'il arrive que tu fasses un meeting, disons, une présentation publique devant un chien et un petit garçon. Ça m'est arrivé. Et ça leur est arrivé. Ça leur est arrivé. Ouais. Voilà, Et c'est là que tu te dis, mais les gens qui s'occupent du net, des fois, il y a des images qui n'auraient pas dû montrer. Tout à Alors, fait. pour corroborer ce que disait Eddy, le tout digital aussi peut paraître intrusif chez certains. Il y en a qui vous envoient, qui vous bombardent d'images, et ça fait l'effet inverse. Ouais. D'abord, ça vous prend de la mémoire, ça vous prend un tas de place, et en fait, trop c'est trop. Il faut être juste dans ça. Il y a des candidats qui font ça très bien, il y a des candidats qui sont trop, il y en a qui sont too much, et il y en a qui ne le sont pas assez, par contre, sur les réseaux. Il y en a à qui il manque. Alors, il y en a un qui n'est pas sur les réseaux, j'ai observé ça, et ça m'a beaucoup fait rire. Il vient avec des grands panneaux, et il montre les photos des meetings qu'il a vus par le passé, des rencontres qu'il a vues par le passé. Et là, ces photos qu'il déploie. Et en fait, il n'est pas encore entré dans l'ère tout à fait de la digitalisation sur les mobiles. Il vient encore avec des grandes photos, des quasi 4x3, qui déplient dans les émissions. Mais je laissais dire, vous informer un peu plus en de avant. qui il s'agit. Oui, c'est notamment Gabriel Jean-Marie. Gabriel Jean-Marie qui a fait un truc qui cartonne. Hein, il a mis des photos des élus avec Bernard Ayotte et il déplie. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu. Tu as loupé un truc fantastique. Il l'a fait à plusieurs reprises. Et ça marque les gens. Parce que, tu vois, c'est beaucoup plus impactant. Alors, c'est pas rémanent. Ça ne va pas rester. Mais au moment donné, il est clair que les gens... Nous, on interroge là les gens sur l'impact de la campagne. Eh ben, plusieurs personnes, parmi les personnes sondées, nous ont rappelé ça. Ils ont rappelé, comment il y a ça? En dépliant. C'est ça. C'est ça. Alors, et ça ramène juste à une question qu'on se posait, un débat qu'on a eu dernièrement ici, de dire, vous voyez bien, c'est Eddy qui le disait, vous êtes tous les jours sur le terrain, vous êtes aux côtés des travailleurs, vous êtes en permanence, et à chaque fois qu'on va voter, ils ne vous le rendent pas. Exactement. Ils ne vous le rendent pas. Ouais. Et ce n'est pas les dépliants qui vont faire bouger les choses. Ouais. Alors, tu parlais d'intrusif tout à l'heure, là, ça me rappelle au début des WhatsApp, tu recevais chaque matin, bon lundi, bon mardi, ça continue, bon mercredi, bon, chaque jour comme ça, à un moment, c'est vrai que ça remplissait la mémoire et que tu te disais, mais mon Dieu. C'est bon. C'est bon, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui le faisaient. Mais bon, voilà. Pour revenir aux réseaux sociaux, oui. Il est indéniable que les candidats, quels qu'ils soient, apprennent à se servir de ce type de médias. Je veux dire. Rappelle-toi que Chirac ne savait pas ce que c'était, il appelait ça le mulot. La souris. Mais il appartient au staff de campagne de former aussi, d'informer, mais de former les candidats, pas seulement les têtes de liste. Parce que j'ai remarqué que souvent, on n'envoie pas la tête de liste, mais on envoie des colistiers, ce qui est normal, ce qui est bien. Mais oui, j'ai remarqué ça dans une grande émission à RFO. Ouais. Mais c'est vrai, tiens, pendant que tu dis ça, ça me fait penser. Ouais. C'est Miguel Laventure qui a représenté Alfred Marie-Jeanne. Hein. Ça, c'est le cas le plus typique. Miguel Laventure, homme de droite, qui est venu défendre Marie-Jeanne, indépendantiste. Et ça, à mon avis, ce n'est pas à mettre au crédit de la liste. Mais est-ce que ce n'était pas pour faire comme M. Jean-Marie avec ses pancartes, pour marquer un coup? Parce que tout le monde s'est interrogé pourquoi. Tout le monde s'est interrogé, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Bon. Non, parce que Marie-Jeanne voulait réserver l'exclusivité à Zouk Télévision. À Zouk Télévision, c'est ça? Merci, Monsieur le Président. Merci. Il y a ça, mais en fait,
la défense de Miguel, je dirais que vous avez sur toutes les listes aujourd'hui Des gens de droite. des écarts énormes. On pourrait très bien avoir Catherine Conconne qui envoie le maire du Saint-Esprit en meeting. Fred Michel Tigro. Fred l'a représenté. Il est en position d'être élu. Donc, je vais dire que Miguel, qui travaille avec Marie-Jeanne depuis 7 ans et qui a trouvé ce candidat pour lui donner une place aux les prochaines élections, qu'il aille comprendre pourquoi pas. José, je te rappelle qu'il y a quand même dimanche. Il faut franchir au dimanche avant d'attribuer des places. Il y a Oui, quand même ce coup près là. Il faut être les élu. 10%. Oui, Il faut les 10%. Alors, je Oui. ne peux pas laisser passer le débat, disons, sur les réseaux sociaux, sans dire quand même, ça c'est ma prévention naturelle contre les réseaux sociaux, que dans cette campagne, on assiste sur les réseaux sociaux à tout et n'importe quoi aussi, Oui. y compris des insultes, Des insultes, des fake news. des fake news, des mensonges, etc., de faux- des calomnies. Ouais. Faut pas oublier ça non plus. Alors, l'ennui, c'est que, on le disait tout à l'heure pour l'image, vu à la télé, mais vu ou lu sur les réseaux sociaux, ça a aussi beaucoup d'impact sur les gens. Ah, mais j'ai vu, où c'est que tu as vu ça? Mais c'est Ah, tellement sur bien telle fait avec chose. les outils dont les gens disposent aujourd'hui que c'est tellement bien fait qu'on peut croire que c'est Mais bien sûr. c'est vrai, quoi. Bien sûr, Et bien c'est sûr. extraordinaire, ces gars-là. Ils sont trop forts. Alors, on va passer à autre chose parce qu'il faudra libérer Eddy et on a des sujets. Alors, Nicolas Sarkozy, qui est cop de 6 mois. 6 mois de prison Non, ferme. il est cop pas. Non. 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 Il a 12 mois et il en fera 6. Non. 6 fermes. Non. Ça, c'est les réquisitions. Les réquisitions. Après, oui, c'est vrai. Ouais, que, ce sont les ce sont les réquisitions. réquisitions, oui. C'est pas encore- C'est pas encore jugé. Et Vraiment. 3750 € d'amende. Le maximum. Ce qui est ridicule. Mais non, mais ce qu'il a dit ce matin, enfin, ce que Nicolas Cantelou a Cantelou. dit ce matin, Donc, ce que Nicolas Cantelou fait Nicolas dire Cantelou à fait dire à Sarkozy. Sarkozy, mais faisons le chèque et puis finissons avec Voilà, cette histoire. c'est le prix de mon déjeuner de ce midi. Alors, Donc, il oui. y a quand même un élément. Il faut faire attention. Vous connaissez la justice française. Vous savez que quand on vous êtes condamné à une peine de sursis, si vous êtes recondamné derrière, Oui, vous faites le sursis. tout à fait. Et il a d'autres affaires qui arrivent. Mais oui, non seulement il a d'autres affaires, mais il a déjà une première affaire. Alors, il faut évidemment aller jusqu'au bout. Oui, puisqu'il a fait, il a fait appel. il a fait appel. Mais j'ai bien l'impression qu'il n'a pas fini avec la justice. Hein. J'ai Ouais. l'impression qu'ils vont... Parce que vous pouvez pas... Le type qui a mis en place ce système, il a 12 mois, 18 mois, je crois, avec sursis. Et Sarkozy, il a 6 mois ferme. Il dit C'est-à-dire qu'on qu'on a lui- été le bénéficiaire. on le condamne plus Lourdement. durement, plus lourdement que le type qui a mis en place. Alors, le type qui a mis en place ce système, il a avoué. Donc, je veux dire, c'est ça. Oui, mais faut avouer, moitié pardonné. à demi pardonné. Voilà. Mais Sarkozy dit qu'il n'était pas au courant de cette histoire. Il était chef de l'État en exercice, il devait gérer la France, il devait faire ceci, cela. Attention, Il peut- c'est ce que Nicolas Cantelou. Cantelou fait dire. Ouais, Ah mais non, il l'a dit. non, non, Il l'a dit. il Il le dit aussi. vraiment, Il le ça, dit il l'a aussi. dit. Il le dit aussi. C'est sa ouais. ligne de défense. Mais Ouais. en réalité, Sarkozy, sa ligne de défense est enfoncée à la fois par les témoins, mais surtout par les magistrats, instructeurs notamment, en disant, Monsieur Sarkozy, voilà ce que vous avez fait avant la décision d'explosion des meetings. Donc voilà le nombre de meetings. Et là, brutalement, vous êtes passé à un meeting par jour. Ok. Bon, à un moment donné, vous avez dû vous dire, ça doit coûter quand même assez cher un meeting comme ça. Donc non, je pense que Sarkozy était parfaitement au courant de Bien tout sûr. ça. Mais est-ce qu'il y a une volonté de se payer Sarkozy? Pour parler de manière grosso modo. Je pense que Sarkozy probablement a entretenu des relations avec le monde de la justice qui étaient très particulières. Rappelez-vous, Le mur des cons. enfin, pas que le mur des cons, mais Nicolas Sarkozy, par exemple, a voulu éliminer Le juge d'instruction. le juge d'instruction. Ouais. Il a mis en cause plusieurs syndicats de magistrats. Il a mis en cause même l'indépendance des juges. Et de manière systématique, rappelez-vous, dès qu'il y avait un fait divers qui trouvait une réponse pas à son goût au niveau judiciaire,
il introduisait de manière systématique un projet de loi pour trouver une réponse judiciaire. C'était à peu près systématique. Même quand les gens lui disaient, tous les magistrats lui disaient, même ses conseillers, même ses ministres de la justice disaient, mais il y a un arsenal suffisamment répressif dans la loi pour qu'on n'ait pas à rajouter des choses. Et là, à mon avis, probablement qu'il paye, entre guillemets, et moi je ne trouve pas ça très normal. Je veux dire, le système judiciaire n'a peut-être pas à se venger de ça, mais ce qui est en cours là, c'est bien ça. Alors, c'est une application stricte de la loi. Hein. Je veux dire, il y a pas. Je veux dire, on est quand même dans une démocratie et on applique la loi. Mais 2 procureurs, hein. Et il y a. Alors, on me dira, il y a une application de la loi qui parfois est à géométrie variable. Plus ou moins distante. Elle est à géométrie variable, voilà, ça c'est clair. Exactement. Ouais. Et mais bon, ceci dit, on a bien remarqué que Nicolas Sarkozy est quand même pote avec Macron. Et Macron a toujours le droit de grâce, je pense. Je pense, hein, je ne sais pas. Ça n'a pas été abrogé, ça. On n'en est pas encore là. Oui, mais Oui. Moi, je suis persuadé que Sarkozy ne sera pas condamné. Ouais. Et au pire des cas, s'il doit faire de la tôle, Macron va intervenir. Non, il ne fera pas de tôle. Il y a certainement peut-être un peu une volonté de neutralité sur les prochaines présidentielles à venir. C'est ce qu'il faut y voir. C'est pas impossible. Oui, oui. Pas Mais on peut être pote avec un type qui vous trahit. Hein. Oui. Ben oui. Sinon, DSK aurait été président. Exactement. Ah, je ne sais pas pour DSK, mais je me rappelle qu'entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui avait fait un livre, Édouard Mathieu. Oui, mais peut-être pas Chirac, mais mais les amis de 30 ans. Ouais. Mais Nicolas Sarkozy était le pote de Balladur. De Balladur, tout à fait. Et il est redevenu le pote de Jacques Chirac. Et Ouais. Chirac déclarait qu'il aimait Sarkozy. Mais bon, on a vu où ça a mené. Non, en fait, c'est Bernadette qui aimait Sarkozy. C'est pas tellement Chirac. Hein. Parce que vraiment. Bon, alors, puisqu'il doit partir, on accélère le mouvement. Alors, est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, l'affiche, le prix à la consommation, Grégory? On voit, voilà. Est-ce que vous avez reçu ça? Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à lire là. Est-ce Pas que... vraiment. Alors, en plus, je n'ai même pas imprimé, mais très bien. Indice des prix à la consommation avril 2021, plus 0,5%. Mais bon, je ne vois pas plus. Tu peux grossir, Grégory, éventuellement? J'ai reçu ça de l'INSEE, je n'ai pas pensé à l'imprimer. Est-ce que l'économie, est-ce que ça va mieux ces temps-ci avec cette histoire de pandémie? Ce serait plutôt le contraire. Voilà, Oui, il a grossi là. Il a grossi. Ah, ben grossi encore, Grégory. Ah, c'est gentil. Les prix de l'alimentation fléchissent de 0,4%. Les prix des produits frais baissent de 0,9%. Par contre, les prix des produits pétroliers progressent de 7,5%. Est-ce que les candidats à la CTM pourront éventuellement faire quelque chose sur le prix des produits pétroliers lorsqu'ils seront aux manettes? Ben, il faut rappeler que l'essentiel du prix du litre de gasoil ou le litre de super est constitué de taxes qui elles-mêmes, en grande partie, sont issues d'une fiscalité de la CTM. Donc ils pourront éventuellement décider, comme Alfred Marie-Jeanne l'avait fait au début de sa mandature. Rappelez-vous, il avait augmenté les prix de plusieurs pourcents. Ils peuvent très bien décider de baisser, puisqu'ils ont cette manette-là. Alors, ils peuvent baisser à 2 niveaux, les taxes spécifiques sur les produits pétroliers, plus l'octroi de mer. Oui. Donc, s'ils baissent les deux, bon, ça peut être... Alors, il y a un candidat qui est très, très proche de certaines thèses que nous, on a défendues à un moment, c'est la variabilité des prix doit s'effectuer non pas seulement en fonction des prix du brut, mais aussi des circonstances économiques. On l'a vu pendant le Covid, les prix ont chuté, mais comme les gens ne bougeaient pas pendant le Covid, ils n'en ont pas profité. Oui. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on devrait a priori faire varier les choses en fonction des circonstances économiques. Et Guy Ferdinand, par exemple, propose qu'on profite de la manne des touristes entre le décembre et avril pour augmenter les tarifs, donc récupérer de l'argent parce qu'ils roulent en voiture de location. Ouais. Et puis, quand ils sont partis, les touristes, on baisse les prix pour que les Martiniquais rattrapent
le prix qu'ils auraient payé effectivement entre décembre et ça existe dans plusieurs pays, la variabilité. Or, les politiques n'ont pas encore compris qu'ils ont cet outil-là. Alors, et rappelez-vous, ils ont cet outil-là sur les produits pétroliers, mais ils ont cet outil-là sur les billets d'avion. Vous vous rappelez que pour renflouer la région avec M. Capgras, le préfet avait forcé une espèce de taxation sur les billets d'avion. Ça existe encore. Quand vous achetez un billet d'avion, quand le billet tombe à 400 €, 70% du prix que vous payez, ce sont des taxes. Hein. Oui, c'est exact. Il ne faut pas l'oublier. C'est exact. Donc, il y a ça sur les cigarettes, il y a ça sur toute une série de produits. Et ça participe à la ponction du pouvoir d'achat des Martiniquais. Donc, les politiques devraient dire, mais on a cet arsenal-là, allons le faire bouger en fonction des circonstances économiques. Bagaille la raide, nous qu'à baisser, bagaille la florissante, nous qu'à monter. Or, ils n'ont aucune ingénierie fiscale, aucune. Alors qu'ils se plaignent, ils disent, ah ouais, comme nous pas indépendants, comme nous pas autonomes, nous ne pouvons pas gérer l'impôt. Mes frères, gars, série l'impôt, vous avez déjà gérer. Et j'ai pas fini, hein. Il y a une série incroyable, les droits de mutation, etc. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne savent peut-être pas, mais ils ne savent peut-être pas qu'ils ont ça, qu'ils ont cette possibilité-là. Voilà, on est là pour leur dire. Voilà, on est là pour leur dire. Ouais, en fait, en plus, il y a à jouer sur ces leviers-là pour pouvoir avoir plus ou moins de taxes, mais pour faire ces manipulations, il faut avoir des projets. Et puis, il faut derrière un devoir d'explication. Je crois que l'un des défauts majeurs de la collectivité, c'est la communication. Expliquez aux gens ce que vous faites. Vous voulez augmenter les taxes, vous voulez ajouter une taxe sur les billets d'avion, sur les entrants, sur un certain nombre de choses. Vous dites pourquoi faire. Vous dites le projet que vous avez sur la Martinique. Ce que Guy propose sur les touristes n'est absolument pas en soi une aberration. Non, pas du tout. Ça peut s'entendre, mais vous le dites. Vous expliquez le pourquoi du comment, et en fait, vous faites ce projet-là, et vous avez pour ça, il faut un plan. Ouais. Il faut une vision. Il faut une vision pour un pays, il faut un plan, il faut cette vision-là à long terme pour pouvoir appliquer ces plans. Par contre, en fait, sur le carburant, il y a une grève en Martinique pour les marins-pêcheurs. Sont en grève parce qu'ils demandent une baisse de la taxe des carburants. On a accordé la baisse à la Guadeloupe. Je ne crois pas pourquoi on laisse des Martiniquais rentrer en grève pour avoir une baisse, bloquer le pays, alors que ça me paraissait être un bon sens si on le fait pour l'un, qu'on l'applique pour les autres sans avoir à bloquer le pays. Alors, tu parlais d'un problème de communication. Sur cette grève, il y a un vrai souci de communication. Parce que nous, on s'est replongé dans les communiqués. Ce que la SARA a signé en Guadeloupe valait pour les 3 départements. Pour les 3 départements. Exact. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, exact. Les pêcheurs martiniquais se sont précipités pour aller bloquer la SARA, mais ils auraient dû lire le communiqué. Et les frères, il faut lire. C'est marqué. Mais c'était marqué dans le communiqué. Ouais. L'accord est signé pour les 3 territoires. Mais peut-être que c'était par orgueil. Il a dit, ben, alors, comme c'est M. bloqué, ils ont bloqué avant nous, c'est eux qui obtiennent, donc nous qui obtiennent. Mais non, les mecs, ça ne sert à rien. C'est la manipulation inutile. C'est clair. Sauf que, si j'ai bien compris, les marins-pêcheurs martiniquais n'ont pas obtenu de baisse du carburant. Si. Oui, non, ils ont obtenu un gel du prix du carburant jusqu'en août. Mais les Guadeloupéens aussi. Voilà. Jusqu'en août. Mais il ne s'agit pas encore de baisse. Oui, mais l'accord était pour les 3 territoires. Oui. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le directeur de la SARA qui m'a dit c'est pour les 3 territoires. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, de toute façon, ça n'aurait aucun sens légal. Oui, ben oui, absolument. C'est ce que je dis. Puisque c'est le même produit fait par le même fournisseur, un fournisseur, vous savez que c'est interdit ça. Un fournisseur ne peut pas dire moi qu'à vendre cette bouteille de Chamflore, excusez-moi de faire de la pub, je ne peux pas la vendre pour toi qui est grand et costaud 50 centimes et toi petit 80 centimes. Ça n'a pas de sens, c'est interdit. Donc voilà, donc ça n'a pas de sens ce truc. On devrait mettre de plus grandes bouteilles sur la table. Ça ferait plus de pub. Non, ça permettrait aux propriétaires de cette eau. Allons-y, allons faire du placement de produits, n'hésitons pas. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche, il faut qu'on en parle. Mais justement, je sais que José fera ce qu'il faut. Cependant, sur l'histoire des sangs, je me rappelle qu'il y avait un premier ministre français, il y avait une histoire de
taxe flottante selon le prix du brut. Oui, là, à l'époque. À l'époque, c'était Jospin. La TIPP flottante. La TPI, voilà. Mais c'était une grosse arnaque. Hein. Ouais, Oui. c'est-à-dire. Non, le principe n'était pas mauvais. Oui, non, mais tu parles. L'application, c'est L'application, l'application. c'était une arnaque monumentale. Non, il y a une idée, par contre, qu'il faut absolument qu'on fasse progresser ici. C'est qu'on ne se sortira jamais de cette problématique de la vie chère si les élus martiniquais ne se battent pas pour qu'il y ait des prix administrés sur des produits de base. Et alors, il y en a qui... Alors, quand je dis ça, il n'y aura pas, tiens, vous voyez, ouais, on revient à l'économie administrée. Et frère, prix gaz là, est administré. Il est administré. Prix l'essence là, est administré. Ouais. Bon, alors, qui s'en empêcher de nous mettre 20 produits de base avec des prix qui ne bougent pas à la tête du client en fonction de machin. Ouais, ça, c'est une idée. Dans un petit pays comme ça, si on veut vraiment que les citoyens modestes puissent avoir accès à un minimum de confort, ne serait-ce qu'alimentaire, mais pas seulement l'aliment, l'eau par exemple, etc. On ne peut pas dire que l'eau soit administrée, puisque l'eau est à des tarifs différents dans différents territoires. Ça, c'est scandaleux. Sur le même territoire de la Martinique. Ça, c'est un scandale. Donc, allons essayer de faire progresser cette idée qu'au lieu de faire un panier de prix bas qui finalement est à la tête du client, puisqu'il y a des prix plus ou moins fixés, etc. Mais le produit lui-même, vous avez déjà vu la gueule des produits BCBA. Bon, bref. Allons faire progresser cette idée de prix administré sur un panier de base. Alors, un petit message pour Grégory, je t'envoie un numéro de téléphone, tu essaies de me joindre cette personne, s'il te plaît. Voilà, c'est en direct, c'est comme ça. Et je voudrais aussi saluer et faire mes condoléances à Rosette Jean-Louis pour la mort de son père. Elle est sur une liste, elle est colistière. Et moi, je l'appelle le maire de Fort-de-France parce que c'est une dame qui fait tellement de choses à Sainte-Thérèse. Donc, Rosette, force et puis courage pour encore un autre combat que tu as à mener. Donc, voilà. Alors, en Guadeloupe, Maïté Hubert M. Toumo succède à Élie Domota après 12 ans. Et au début, je me suis demandé, est-ce que c'est fake news, hein? Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, attends, c'est bizarre ça. Et quand j'ai vu que toutes les chaînes en parlaient, je me suis dit, pourquoi tiens. c'est bizarre? Non, parce que j'imaginais, je sais pas. Tu pensais que Élie Domota était indécrottable? Peut-être pas, mais il a tellement marqué, après 12 ans, son charisme, sa façon de faire. C'est-à-dire que je me suis même demandé qu'est-ce qui a pu se passer, est-ce qu'on l'a éjecté? Enfin, je me suis posé des questions. C'est ça. Mais en fait, apparemment, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai vu des images sur Guadeloupe Première, ça s'est passé très sainement. Ah non, mais il faut savoir que Maïté Hubert est dans le sillon des lits de Mota depuis des années. Moi, je puis vous dire qu'en 2009, au moment de la grève de 2009 qui était pour le moins intense et dense en Guadeloupe, Maïté Hubert était l'interlocutrice que j'avais dans le groupe RCI qui était en grève et donc elle a toujours été très très proche d'Élie Domota, en tout cas de la défense de ce qu'elle appelle la défense des droits des travailleurs en Guadeloupe. Et oui, j'ai eu à croiser le fer avec Maïté Hubert. Et c'était comment ? Et je ne suis pas du tout étonné de la voir aujourd'hui arriver à la tête de cette organisation syndicale. Mais elle dirigeait déjà l'UTG des télécoms, si je ne m'abuse, non? Alors, elle est employée de Canal+. Canal+, oui. Vous connaissez notre relation avec Canal là-bas. Donc, oui, non, c'est... Je ne suis pas étonné, je suis pas étonné qu'elle arrive à ce poste de commandement parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement dur dans la négociation, qui est d'une grosse rigueur, qui sait mener sa vie de femme avec la vie syndicale. Moi, je suis à peine étonné qu'elle soit arrivé à ce poste-là. En tout cas, je l'ai entendu prendre la parole. C'est la même façon de parler de Domota. C'est pas Niboli. Hein. C'est l'école. C'est la même école de clavier, de tout ça. C'est la même école. Clavier. Et vous avez remarqué je ne suis pas sûr que Domota, d'ailleurs, en égo, ne soit pas un peu plus souple que Maïté Hubert.
D'accord. Au moins pour l'instant. Tous ceux qui se réjouissaient du départ, je leur dis ça, De- qui se réjouissaient du départ d'Elido Mota vont peut-être déchanter très très vite. Ah bon, Oui. à ce Oui. point. Oui. Oui, non, mais c'est ce que je te dis, hein, Dieu. Je ne suis pas sûr que ça ne va pas donner un tour de vis supplémentaire. D'ailleurs, le discours, vous entendez son discours, il n'est pas pour faire de la figuration. D'autant que c'est une femme et la première à accéder à ce poste de responsabilité, on va dire. Mais vous avez remarqué que les syndicalistes guadeloupéens, ils parlent créole. Les Oui. journalistes peuvent venir Ouais. leur adresser du français. C'est ils créole répondent rabalais. en créole. Oui. Et tous. Hein. Ici, bon, il y a certains qui répondent peut-être en créole, mais ici, ils sont très francisés sur leurs réponses. Ben, le rapport du créole, le rapport au créole en Guadeloupe n'a rien à voir avec le rapport au créole en Martinique. Les Guadeloupéens sont des gens qui intègrent le créole comme un véhicule de communication, j'allais dire au-delà de la partie patrimoniale, comme un outil de communication au quotidien. En Martinique, ça n'a jamais été le cas. Il y a un choix politique de posture patrimoniale, mais il n'y a pas de choix, de choix majeur de l'utilisation du créole comme outil. Oui, mais bon, c'est une posture aussi. C'est une posture. Sur le français? Sur le français et sur le créole. C'est-à-dire, quand tu t'adresses uniquement en créole, comment dirais-je, c'est une option, c'est pas le mot que je cherche, c'est une option volontaire. Tu décides que, moi, qu'à parler créole. C'est un positionnement. Un positionnement, voilà. Je dis ça parce que je me rappelle que quand j'étais dans certaines réunions syndicales et autres, certains voulaient m'obliger à parler créole. Alors, au début, je me laissais faire. On rappelle que tu es retraité de l'éducation nationale. On rappelle que je suis retraité de l'éducation nationale. Et je me laissais faire. Et puis un jour, je me suis rebellé, il m'a dit non, il m'a dit, c'est en créole. Je ne parler créole, c'est moi les. Et les m'en c'est pas autres qui ont obligé moi de parler créole. Tu veux dire quand même en parlant en espagnol, tu étais prof d'espagnol. Oui, mais ils n'auraient pas compris. En tout état de cause, j'ai toujours eu affaire à aux syndicats qui parlaient créole. Et j'ai toujours continué à m'exprimer en français avec de la manière la plus aboutie qui soit, pour même justement crier comme mes Césaire le faisaient. Les ergastules. Ouais, les ergastules. Les Pour ergastules. qu'ils se disent, bon, mais j'ai été insulté parfois. Hein, c'est qu'a fait l'intéressant, l'eau, comme qu'a parlé français. Moi, j'ai eu des trucs lors des rencontres que nous avions, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est pas. Alors, si vous permettez, je pense que Grégory a réussi un tour de force. Je pense qu'il a Elido Mota au bout du fil. Eli, bonsoir. Oui, qui j'en nous? Eh bien, nous là. Nous avons crié parce que nous avons fait une émission les autres télévisions pour prendre nouvelles, puisque nous avons passé la main. Après 12 ans, est-ce qu'on pas. 13 ans. Hein? 13 ans, 12 ans plus 1, puisqu'elle nous rallongé le mandat là, de 1 an par rapport à Covid, là, congrès là, c'est pour faire depuis l'année passée. Ah, ok. Ouais. Mais qui ça qu'on retient d'ici 13 ans l'état là? Non, de toutes les façons, son combat continue, hein, son combat il va continuer, hein, toujours membre de direction à syndicat là, et on là pour continuer à accompagner les camarades pour nous continuer dans les résolutions que nous avons arrêtées. En rentrant en direction à syndicat là depuis en 2002, en devenu secrétaire général en 2008, et à partir du moment que les camarades choisirent pour mener, pour être capitaine d'équipe en équipe qu'on lui GTG, donc on a mis tous les moyens qu'il faut pour faire en sorte d'être à la hauteur des ambitions. Et on a pensé que c'est avant tout un travail d'équipe, et je dis là, pendant 13 années, l'équipe là était là, les différentes équipes qui passaient en 13 ans, nous toutes contribué à ce que nous défendons droits et intérêts à travailler avec Guadeloupe, et plus largement, tout travailler si la terre, si la terre qui qualité. Et c'est toujours dans ce sens-là ça que nous va continuer le combat là. Et vers un nouveau secrétaire général qui s'est Maïté Iberon Toumo, en vaillant femme, en vaillant camarade, et qui a continué le combat là, toujours dans la règle stratégique à travailler avec Peuple Guadeloupe, défendre droits et intérêts à Peuple Guadeloupe, mais également goumer pour l'accession à pays en noir, l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. Maintenant, il prend la parole au moment de la passation.
Je sens que c'est même ligne qui a continué. Je qui a parlé, les gens qui parlent, m'ont dit, oh, c'est autres travail côte à côte. Oui, il était secrétaire général adjoint pendant 6 années. Et puis de toutes les façons, syndicat, nous sommes un syndicat qui créé en 1973, a dont la règle de lutte de classe, de ligne de masse, anticapitaliste, anticolonialiste, internationaliste. Et depuis 1975, il prend en résolution pour Goumé pour l'émancipation sociale, la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. Donc, nous fidèles à la ligne là, ça, et nous profiter de congrès, 16e congrès à l'UGTG pour nous réaffirmer position en nous par rapport à la ligne stratégique là, ça, surtout à dans période là que nous vivons là, où ni en l'eau renoncement, en l'eau traîtrise, en l'eau démission. Donc, les cas tiennent aussi à réaffirmer ligne stratégique à l'organisation là pour tout le monde peut savoir, ben nous allons même là, nous pas dévier. Alors, il y a d'autres même manière qui en les Facebook, en les réseaux sociaux, j'en ai des gens qui ont regretté des pas où, non pas parce que madame a fait travail là, mais ils ont parlé du charisme que on est. Et j'en ai des gens guadeloupéens, on peut citer Joël Liosul, puisqu'il mettait en les sites lui aussi. Et il a regretté qu'il est de pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dénigré madame qui vivait. Non, du tout. Vous savez, c'est toujours ça. Vous savez, les Gabi Clavier parti, mon regretté Gabi, après ça, les Raymond Gauthier au parti, regretté Raymond Gauthier, bon, qu'on y est là, en direction, en secrétaire général, lui, on dit regretté Domota. C'est toujours ça, mais c'est toujours même ligne là, même la règle stratégique là, et bien évidemment, camarade Maïté Hubert il y avait sensation, il y avait émotion, il y avait sentiment, il y avait gens qui avaient la vie, eh bien, il mettait en pointail en les syndicats là aussi. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte que syndicats là renouvellent les directions assez souvent, de façon à ce qu'ils toujours resté vivant et que ligne stratégique là, il toujours resté là, même si nous qui dit de façon différente. Donc, c'est qu'il y a un autre style, mais toujours dans même la règle stratégique là pour défendre droits et intérêts à travailler avec Guadeloupe. Alors, dernière question, est-ce qu'actuellement, on gagne de s'en consacrer à la politique? Ah non, mais vous savez, c'est politique nous qu'a fait. Nous c'est un syndicat, mais c'est politique nous qu'a fait. Nous qu'a autorisé, nous a dit, tout ça nous y a dit, apprend position. Si tout ça nous y apprend, en pays là, ça, parce que nous avons estimé que nous y doit la parole et que nous y doit agir aussi. Et puis surtout, c'est les masses laborieuses, les travailleurs et les peuples en mouvement qui ont transformé la vie. Dans tous les pays du monde, c'est toujours ça. Donc c'est pour ça que nous allons continuer à vie en nous, en l'air, tout ça qui a passé ici et continuer à voir solidarité pour tout peuple sur la terre. Nous allons profiter pour voyer un grand forcé ballon pour tout travailler et peuple martinique. Merci Elie, merci Ancha, il prend un moment pour parler avec nous. En pile force, portez-vous bien, Merci. Voilà, donc c'était l'ancien secrétaire, bravo Elie. Je crois que je comprends Joël Liosul quand elle dit qu'il va manquer sa manière d'être, mais c'est vrai comme il dit, souvent... C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Le renouvellement. Tu veux dire que certains savent s'arrêter? C'est ce que tu veux dire peut-être. Il faut surtout retenir une chose dans l'organisation syndicale de l'UGTG. Ils font de l'alternance, ils renouvellent, mais les anciens restent là et travaillent avec eux et continuent à œuvrer. Donc Elie Domota n'a pas disparu. Il ne sera pas à la retraite. Il n'est plus la tête en première ligne, mais ils sont toujours là. Ils ne restent pas là à arc-bouter au poste jusqu'à la mort presque. Alors, Maïté Hubert, Mtoumo. Là, il y a une allusion directe à un candidat, je le sens. Je ne faisais pas attention, je préparais ma prochaine question. Alors, Madame Maïté Hubert Mtoumo, pour finir avec la Guadeloupe, est-ce que tu as eu à croiser le fer avec elle? Croiser le fer, non, elle faisait son travail. En tant que patron des OCI Guadeloupe. Non, elle faisait avec ses élus UGTG, elle faisait son travail, nous on faisait le nôtre, on a mis en place ce qu'il fallait mettre en place et nous avons très bien fonctionné, il n'y a pas de problème, on trouve toujours des points d'accord avec les organisations. Moi, j'avais 3-4 organisations syndicales différentes en même temps à un moment donné et on a fonctionné.
On a fonctionné. Et tu sais, après 2009, les esprits étaient un peu chauds, étaient un peu vifs. Après, ça s'est calmé et on a recommencé à travailler parce que c'est la radio de tout le monde et ça fonctionnait. Voilà. D'accord. Alors, le Tour des Yoles 2021, très rapidement. Alors, c'est du lundi au vendredi, puis c'est un départ en pleine mer. C'est ça. Donc, et une arrivée aussi en pleine mer. Départ et arrivée en pleine mer. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment vous allez faire pour voir les départs et les arrivées. Il faudra avoir des jumelles. Il y aura les médias, mais quand même, c'est inhabituel, peut-être. C'est par rapport au Covid, ceci dit, on précise. C'est sûr. C'est pour éviter qu'il y ait des masses de personnes Voilà. sur... Voilà, 25 000 personnes, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Oui, José, tu disais je disais qu'il me semble qu'on dessert la métropole. Et Tour des Yoles, c'est pour une dernière semaine du mois. Oui, un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas... Ça va enlever de la saveur. Moi, j'étais à La Réunion, on a organisé, puisque la RCI travaille toujours très activement et je regarde ça un peu de près. Et en fait, on va enlever quelque chose dans la superbe du Tour. Le Tour, c'est la vie à terre aussi. Oui, l'arrivée... C'est la vie à terre. Et puis, économiquement, il y a tout un pan de gens qui vivent de ça, qui vont être privés cette année. Mais, comme dit le président, il faut que la compétition se fasse, il faut qu'ils continuent à naviguer pour pouvoir maintenir la forme, mais ça n'aura pas la même saveur que par le passé, parce qu'on ne sait pas encore non plus quel niveau de flottille va accompagner la course. Pour avoir fait des tours et des tours, et Didier c'est quelque chose, puisqu'il est sur l'eau pour faire des photos. Le journal d'après. et en fait, il y a des quantités de gens qui sont sur l'eau et qui ne savent absolument pas qui court, qui gagne, qui ça. Ils sont là pour la fête à bord. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et cette partie-là risque d'être moins en vue cette année. Oui. Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire, sinon que je trouve ça bien que les compétiteurs puissent continuer à faire de la compétition. Après, ça sera pas... Et puis ça ne fera pas le tour non plus. Ouais. Il faut le savoir. Oui, ça ne fait pas le tour. Forcément, puisque c'est rétréci, disons. Ouais. Mais Alain Richard, le nouveau président, n'est plus si nouveau que ça. Alain Richard disait qu'il fallait absolument que ça se tienne, puisque ça avait été annulé l'an dernier, rappelons-nous. Oui. Il n'y a pas eu de Tour des Yoles. Il fallait absolument que ça se tienne si l'on veut que l'activité Yole perdure. Ouais. Parce que annulation 2 ans de suite, ça met tout le système en péril. Oui. D'accord ? Donc, lui-même, je suppose, lui et son staff, je suppose que c'est à contre-cœur, peut-être, ou encore défendant, voilà le mot que je cherchais, qu'ils ont accepté cette solution comme la moins pire, c'est donc dire. Je vous parlais de l'économie au sol engendrée par ça, mais en mer aussi, moi, je ne vois pas comment Eddy sort le People Yole, hein. Voilà, non, mais il y a des photos d'avance. Oui, il y a des photos d'avance. On va faire un best-of. Ah oui. Parce que les maillots ont changé, les tenues ont changé. Ouais, parce qu'on a quand même... Il faut quand même vous rappeler qu'on a fait pratiquement 17 éditions. Hein. Ah ouais. Donc on sait ce que c'est. Et on a des photos... il ne faut mieux pas qu'on les ressorte tout de suite. Hein. Bon, ben voilà. Des photos où on voit les visages, tu veux dire. Bien évidemment. Voilà. Visages mouillés. Les visages mouillés. Voilà, c'est-à-dire... Et des têtes qui ont changé. Ah ben forcément, on va faire avant, après. Avant et après. Et puis, mais quand même, c'était... Vous vous rappelez, il y a une arrivée une fois, à 1 ou 2 secondes, je crois que Mérina a perdu un tour. Enfin, c'était vraiment quelque chose, ce genre d'arrivée. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens qui sont dans un désir d'immédiateté, de satisfaction, etc., que allons considérer que il y a un moment où on fait une pause. Peut-être que ça va permettre de redéfinir les choses, là où il y avait des décisions difficiles à prendre et qu'on ne pouvait pas prendre parce que avant même que le tour
en cours soit fini, on pensait déjà à l'autre tour. Là, je pense qu'ils auraient dû prendre le temps de réfléchir. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une compétition qui doit être soutenue économiquement. C'est bien ça, parce que sans partenaires financiers du privé et du public, bien évidemment, mais je crois qu'ils avaient déjà un accord avec la CTM sur le plan public, mais il faut des sponsors derrière. Et les sponsors ne sont pas forcément en bonne santé. Hein. Là, on est gentil, on est dans le post-Covid, avant de rentrer dans un nouveau Covid. Il ne faut pas non plus espérer que cette histoire disparaisse d'un coup. On le sait pertinemment. Donc on se fait plaisir, on se raconte des histoires. Mais il est important, à un moment donné, de prendre le temps. Alors, bon, ça, c'est une édition qui sera un peu spéciale, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Par contre, un peu à l'inverse de ce que vient de dire Eddy et de ce qu'a dit José tout à l'heure, et il ne faut pas oublier le contexte. Pourquoi parle-t-on tant des YOL depuis quelque temps? C'est parce qu'il y a ce dossier d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Okay, aussi. Oui, il y a ça aussi. Donc, est-ce qu'on peut interrompre pendant 1 an, 2 ans? 1 an, c'est déjà fait. Pendant 2 ans, on risque de dire du côté de l'UNESCO, gars, ça, les autres n'ont pas existé encore, quittez-nous tranquille. Ouais. Donc, je pense que ça joue aussi. Ça a déjà été acté, je pense qu'ils vont passer en marche arrière. C'est acté, mais ce n'est pas définitivement déposé. D'accord. Alors, le Premier ministre Jean Castex, je n'arrive pas à prononcer le nom de ce monsieur. Le Premier ministre a annoncé la levée du couvre-feu et la fin de l'obligation du port du masque en extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on est toujours obligé de mettre le... Dans les endroits bondés et confinés. Mais est-ce que vous pensez que c'est par rapport... Il faut aller voter, il faut lâcher un peu la pression sur les Français. Est-ce que... C'est quand même bizarre que depuis quelque temps, tous les jours, le Covid descend, les hospitalisations descendent, que ce soit en Tu crois que le Covid fait exprès, alors? Non, pas le Covid. Pas le Covid. Je me rappelle des élections l'année dernière, de mars. Et là, ils se sont dit, bon, les gens risquent de ne pas aller voter, il y aura encore beaucoup d'abstention. C'est sûr. Donc il faut essayer de libérer de la pression sur les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas faux. Enfin, moi, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Je pense aussi qu'il y a l'été, comme on dit en France, l'été qui arrive, là, il faut vraiment une reprise d'activité, pas seulement pour les touristes. Enfin, les touristes, en général, on veut dire par là les gens qui viennent d'ailleurs. On ne parle pas des gens locaux. Hein, les Français ont besoin de se déplacer, de s'éclater, de prendre des vacances. De prendre des vacances, quoi. Mais Voilà, apparemment, c'est ils ça. viennent aux Antilles. Hein. Je crois que la Martinique, la Guadeloupe, ce sont... Notamment, nous devrions y gagner aussi. Enfin, c'est pas apparemment, hein, les compagnies sont pleines. Ouais. Comment on voit qu'elles sont pleines? On regarde l'évolution des tarifs. Voilà, exactement. Vous avez vu que les tarifs ont explosé, là. Ça arrive explose. En économie, quand le prix augmente, c'est que la demande est très très forte. Tout à fait. Donc, on va assister à une arrivée massive. 5 gros porteurs par jour, ça fait à peu près entre 1000 et 1500 personnes sur 7 jours, sur les 3 mois qui viennent. C'est colossal. Hein. Et c'est pour ça que tu disais peut-être qu'il y aura une 4e ou une 5e vague en septembre? Il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de remontée du Covid. Alors, en Martinique, probablement, parce que le taux de vaccination reste extrêmement faible. Et puis, en France, tout simplement, parce que comme certains médecins et épidémiologistes le disent, les populations à risque ne sont pas vaccinées, ne sont pas suffisamment vaccinées. Cette même population à qui on dit qu'il ne faut plus porter de masque. Voilà. Donc, à la fois les gens qui ont des comorbidités, plus les gens qui ont plus de 65 ans, plus un certain nombre de personnes fragiles, le taux de vaccination de ces gens-là est encore faible. Donc, et ce sont ces gens-là qui remplissent, entre guillemets, les services de réanimation et qui ont... Parce qu'il faut bien expliquer aux gens que on ne peut, dans une démocratie, on ne peut pas sacrifier des gens. C'est pas possible. Parce que là, on va dire, ouais, mais bon, laissez-les mourir. Mais si c'était des gosses de 0 à 3 ans, on aurait dit quoi? Laissez-les mourir aussi.
Parce que ce sont des gens de plus de 65 ans, on peut les laisser mourir. Traduisons ça économiquement. Quand tu bloques les services de réanimation, tu bloques l'hôpital, parce que l'hôpital, on l'a déjà expliqué ici, il n'y a pas que des gens qui ont le Covid. Il y a les gens, les accidents de la route, les AVC, les opérations classiques. Donc en fait, tu bloques un pays. Et comment tu fais pour ralentir tout ça? C'est pas en vaccinant les gens, c'est trop tard, ils sont déjà en réanimation. Tu bloques l'avancée du virus en bloquant le pays. Voilà. Donc chaque fois, on bloque. Donc il y a un type qui, sur plusieurs chaînes, je ne me rappelle plus son nom, Blachia, je crois, qui dit, mais messieurs, allons rendre obligatoire la vaccination que pour ces gens-là. Mais ça pose un problème éthique majeur. Tu ne peux pas dire, parce que toi tu es noir, ou parce que toi tu es blanc, ou parce que tu es jaune, tu devrais être vacciné. Je veux dire, ça, c'est impossible dans une démocratie. Mais déjà, là, pour les EHPAD, où le ministre de la Santé veut obligatoirement faire les gens qui y travaillent se faire vacciner, ça pose problème parce qu'il semblerait qu'on n'a pas le droit d'obliger. Et sinon, si on pousse ces gens-là à se vacciner, certains vont poser la blouse. Donc, du coup, il va en manquer encore plus de personnel. L'obligation, j'allais dire discriminatoire comme ça, dans la République française, c'est pas possible. Par contre, on peut très bien choisir par la loi l'absence de discrimination où tout le monde est obligé. Rappelez-vous que pour être inscrit, pour que votre enfant soit inscrit à l'école, déjà l'école est obligatoire. Et pour être inscrit à l'école, il faut obligatoirement être vacciné. Donc c'est possible, mais à travers la loi. Mais ça ne va pas être rejeté par le Conseil constitutionnel si c'est non discriminatoire. Tout le monde est égal devant la loi. Alors évidemment, il y a des aménagements. Mais sur la vaccination, ce ne sera pas possible. Sauf si le gouvernement dit, bon, il y en a marre, on a déjà eu 3 vagues, on a une 4e vague, c'est fini. Tout le monde doit être vacciné. Et puis ça qui pas content, plairait. Et à mon avis, on ne va pas y couper. À terme, on ne va pas y couper. Bien. Je suis d'accord. Alors, la semaine dernière, Macron a pris sa claque. Le lendemain, on va... comment il s'appelle? Jean-Luc Mélenchon a été enfariné. Est-ce que c'est dangereux de faire de la politique ici? Personne n'a donné de claque à personne. Écoute, c'est pas encore arrivé. Ça peut arriver. Hein. D'accord. Mais vous plaisantez ou quoi là? Vous plaisantez. Ça là, arrive. Cette campagne-là? Mais bien sûr. Ni le monde qui trappe coup de poing. Bien sûr, c'est pas médiatisé. Mais la violence au quotidien dans la rue... moun trappé coup de poing, moun bousculé, etc. Mais où était Victor Monlouis-Bonnet à part ça? Pas au bon endroit. Et puis il faut rappeler le passé. Hein. Rappelez-vous, il y a eu des morts. Oui. Il y a eu des morts. Il y a eu Jalta sur la savane. Oui, mais là, je parlais des politiques qui prenaient des coups et puis se faisaient enfariner. Renard a pris 17 coups de rasoir. En campagne électorale. Non, rasoir. Michel Renard a pris 17 coups de rasoir en campagne électorale. Il en avait les cicatrices sur le corps, je les ai vues. Il m'a montré, je me souviens de ça, il est venu dans l'émission Le Club sur ATV. Donc je lui posais la question, pourquoi il avait une arme. Et il me disait, de toute façon, je l'ai là, monsieur Marajou, un 357 Magnum. Le port d'armes qu'il avait eu, c'était grâce à Jacques Chirac. Et il l'a dit pendant l'émission. D'ailleurs, donc, je crois que c'est cette arme-là qu'il avait posée sur la tempe de Jean-Jacques Seymour. Parce que Jean-Jacques Seymour avait été au Marigot et Renard lui avait posé ça sur la tête en lui disant demi-tour. Donc c'est bien pour ça qu'on l'appelle le shérif. Le shérif. C'est cette même arme que, en tant que président du FIR, le Fonds d'investissement routier, qu'il a créé, c'est pour les routes. C'est lui qui l'a créé. Et quand il faisait son rapport au Conseil général, Émile Maurice, le président, l'appelait. Monsieur Renard, c'est à vous. Renard venait à la table. De sa veste, il enlevait son colt, il le mettait là et il commençait à parler. Il avait sur les alors, tu sais ça, voilà ce qu'on devrait raconter au mais Michel Renard a fait en sorte que Claude Lise soit prisonnier dans un guet-apens au Marigot. Et Claude Lise était en train de faire une conférence dans une maison, mais malheureusement la maison était dans une vallée. Et ils ont, à coups de pierre, ils ont explosé la maison. Et quand l'un des, toujours dans cette conférence de Claude Lise, il y a un des amis de Claude Lise qui part et il se fait tirer dessus. C'est ça la politique en Martinique. Et Claude Lise... C'était ça. Non. Claude Lise au Marigot voulant sortir de sa voiture, c'était une Renault 16.
À l'époque, les types ont tellement secoué la voiture qu'elle s'est retournée et Claude Lise n'a dû son salut qu'en se glissant par la vitre. Pourtant, le docteur Lise, c'est un judoka avéré, je crois. Hein. Ah oui, mais là, il va taper. Avec les tontons Macoute de Renard, il n'y a rien à faire. Alors, messieurs, cette émission va l'écouter, puisqu'il doit s'en aller pour donner un coup de main à la TV. Il faut leur permettre de faire des voix. Sans lui, la TV ne peut pas. Ben oui, il faut leur permettre d'avoir des vues. Est-ce qu'on peut promettre, Oui. peut quand même promettre moi, ce que je vous propose, c'est que je m'éclipse et je laisse la parole à José et à Daniel pour qu'il explique aux téléspectateurs. Parce que si on fait ça, si on ne fait pas ça avant le premier tour, on va se faire tomber dessus, qui vous explique les calculs pour avoir le... Voilà, on a un spécialiste. Mais là. je peux le faire 30 secondes avant même qu'il dise ne Mais parte. oui. Hein. Mais oui, Juste, mais- ça prend pas. Hein. Et puis voilà, les gens vont Si vous comprendre voulez- qu'il si fallait vous arrêter voulez, plus tôt. c'est vrai qu'il y a un de nos fervents téléspectateurs qui nous a Jean dit Ambrosi, qu'il du voudrait, Prêcheur. ou d'autres demandent à comprendre comment ça va se passer. On fait un petit calcul très simple. On va imaginer cette élection avec 100 000 inscrits. Fait un cours. Oui. Ils sont allés voter à 50%. Je ne pense pas qu'on fasse mieux que ça. Oh non. On a voté, il y a 50 000 votants. D'accord. Sur ces 50 000 votants, on va considérer qu'il y a 49 500 suffrages Exprimés. valables pour que tout le monde comprenne. OK? Après, qui a obtenu quoi? On imagine que sur ce deuxième tour, pour prendre ça, hein, puisqu'on est ça, qu'il y a trois listes. Il y a une liste qui fait 35%, il y a une liste qui fait 33%, il y a une liste qui fait 32%. De toute manière, ils vont être très serrés à l'arrivée, je vous le promets. Qu'est-ce qui va se passer? La liste qui aura fait 35% aura une prime de 11 sièges. Tout à fait. OK? Il en restera 40 à distribuer. Oui, il faut rappeler qu'il y a Oui. 51 sièges à distribuer. Voilà, il y a 51. C'est pour ça que je dis 11 plus il en Et la restera prime 40. qui arrive en tête à son histoire. Celui qui a 11 sièges. 35%, prend d'emblée 11 sièges. Ok. Après, il reste 40 sièges qu'on À va répartir. distribuer ça à la proportionnelle Pour les trois. pour les trois autres. C'est-à-dire que celui qui a fait 35% va avoir 35% des 40 sièges qui restent à Amsterdam. Il va en prendre 14 de plus. Donc Donc, 11 et 14, il a 25. François, j'ai pris cet exemple à dessein. Oui. Il va se retrouver avec 14 sièges supplémentaires. Il va en avoir 25. Le deuxième qui avait fait 33% va se retrouver avec 14 sièges. Ok. C'est là pour ça. Et le troisième en aura 12. Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte que le premier aura eu 11 plus 14, il en aura 25. Et puis il va rester 14 et 12 qui font 26. Et c'est là où Eddy expliquait la dernière fois qu'on peut ne pas faire d'alliance au deuxième tour. Hein. Mais on peut avoir une alliance de gouvernement parce qu'à 25 sièges, il n'a pas la majorité pour Donc gouverner. il ne pourra pas gouverner. Il peut. Il peut. gouverner. Sauf Il s'il peut. est- s'il Il a peut. une motion C'est de juste pour vous défiance. dire que Oui. c'est bien ça, Eddy, hein, Exact. on ne se trompe pas. Exact. Donc en fait, on a 51 sièges à pouvoir. Vous avez une prime au premier qui est de 11 sièges. Après, les 40 autres sont répartis à la proportionnelle en fonction de ça. Et Donc, je plus pense- les résultats sont serrés, et plus la composition du bureau, in fine, va être un peu compliquée, mais ce serait drôle. Alors moi je pense que les trois listes dont tu parles là, ce sont les trois listes filées. On va dire ça comme ça. On ne sait pas. Oui, on ne mais sait pas. Aujourd'hui, on ne sait disons- pas parce que disons- pour ce qu'on voit sur les réseaux, j'essaye d'imaginer que des gens ont un sursaut et Non, qu'ils ont une vision pour la Martinique demain en se disant il est temps qu'on... Non, mais personne ne sait de qui je parle quand je dis les trois listes filées. Hein. Il y aura Oui, les oui. trois premiers. Oui, non, Maintenant, non. qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le troisième peut-être qui va faire le faiseur de roi. Possible, Mais ça possible, on sait dépend, rien. ça dépend qui. On ne Parce sait que pas. je ne On pense- sait pas. C'était là, la mécanique consistait à Faisons de la- expliquer comment on va répartir les sièges. Faisons de la Oui. politique fiction. Ok, bon. Très bien, ben... Tout ce qu'on peut vous dire, c'est aller voter. Ah oui. Évitons-nous encore des histoires. Allez voter pour qu'on n'ait pas ce genre de problème, qu'il y ait plus de 70% de gens pour aller voter. Et on en parle la semaine prochaine, si Dieu veut. On vous promet qu'Eddie restera tout le long de l'émission et qu'on aura beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y aura des choses en bas de table qui faites. Voilà. Ah oui, ça sûrement. Merci à tous les trois. Merci à Grégory. Merci à Elie Domota depuis la Guadeloupe. Et puis, passez un excellent week-end. Allez voter. Pas oublier.